Il est 8 heures à Waiguia, Tougan, Dédougou et c'est aussi et surtout l'heure du tribunal de l'actualité à Ouagadougou comme dans plusieurs autres villes du Burkina. Auditeurs et auditrices de la radio WattFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième convocation du tribunal de l'actualité. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. D'un des juges au Favara, bonjour à vous. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Boumba, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vara, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Après avoir auditionné la semaine dernière le comité national de lutte anti-drogue, eh bien, le tribunal de l'actualité poursuit le sujet et le tribunal auditionne ce matin Marie-Claire Tiendrebego. Elle est la présidente de l'association Sauvons l'avenir de nos enfants et justement avec elle, il sera question de la consommation des drogues par les plus jeunes, comment prévenir et comment guérir. Bonjour et bienvenue au tribunal de l'actualité. Merci. Et sur ce, je déclare ouverte cette deuxième convocation avec l'étape des avant-propos. Juge Bena Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience de tribunal? Merci Président. Deux avant-propos très rapidement. Le premier avant-propos est en lien avec le sujet qui a été enroulé hier sur l'annonce faite par les 3 États de quitter la CEDEAO effectivement sans délai. Hier, c'était officiel que ce qu'ils ont publié vaut information officielle de départ. Donc, c'est désormais officiel parce qu'on attendait les dépôts officiels pour voir si réellement c'est fait ou ce n'est pas fait. Le sans délai implique quoi réellement? Bon, bref, apparemment, c'est avec effet immédiat. Désormais, c'est clair que ces États ne font plus partie de la CEDEAO. Mais ils sont toujours dans l'UEMOA, en tout cas jusqu'à présent. Donc certainement, ils vont bénéficier des avantages commerciaux à ce niveau-là. Les différentes implications, c'est sûr que quand la CEDEAO va se réunir, comme on est en début d'année, c'est sûr que la CEDEAO, la Commission va se réunir. On saura quelle va être la suite à donner par rapport à une telle situation. Ces pays avaient déjà fâché certains dirigeants de la CEDEAO, mais aujourd'hui, c'est un autre niveau. Mais j'ai dit aussi c'est une suite logique parce que vous ne pouvez pas vouloir aller dans une fédération en restant toujours dans la même grosse entité. Donc, à un moment donné, il y a un choix à faire. Reste à voir les conséquences et les implications. Deuxième avant-propos, c'est en sport. Ici, je disais d'ailleurs que dans cette CAN, il n'y a pratiquement pas d'équipe favori. Mais il y avait dans une moindre mesure le Sénégal, qui effectivement est concentré, qui est à la forme, qui a fait ses 9 points dans la phase de poule. Mais bon, voilà, qui a été battu hier. Et quand vous regardez l'évolution des choses, vous voyez la Guinée équatoriale qui a montré un très beau match et qui est sorti. Il y a aussi l'exemple de la RDC qui n'a pratiquement pas gagné de match, qui a jonglé avec des matchs nuls, qui arrive à ce stade de la compétition, mais qui passe. Donc c'est une CAN avec suffisamment de surprises, avec suffisamment de leçons, mais aussi c'est ça le jeu. C'est ce côté où on ne peut rien prévoir, où effectivement il peut y avoir une surprise des dernières minutes, et puis bon voilà. Donc c'est aussi bravo à la Côte d'Ivoire parce qu'elle revient de loin. Pour certains c'est tontine pour pouvoir passer, pour d'autres c'était des calculs effectivement. Et hier les Ivoiriens ont prouvé qu'ils en avaient dans le ventre, et puis bon c'est ça aussi les éléphants. Donc on attend aussi la suite de la compétition parce que c'est ce qui donne du piquant à la chose, c'est ce qui donne de beau à voir dans une compétition de ce genre. Alors, juge Favara, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience? On va déjà commencer par souhaiter que nos étalons puissent remporter la victoire. C'est vrai que ça fait un peu allure de match amical parce qu'on a des pays très amis qui vont s'affronter ce soir, mais il y a un seul qui va passer ce cap-là, et notre souhait c'est bien que ce soit le Burkina qui passe ce cap, parce qu'on a bien envie d'avoir cette coupe-là et c'est très important. C'est vrai que Bernard a raconté aussi le match, parlait du match d'hier. Il y a un pays organisateur qui est passé par moult sentiments. Et hier, c'est ça aussi la beauté du football, savoir se remettre en cause, savoir à un moment donné se dire que bon,
même quand on n'a pas su bien faire les choses, il y a toujours une chance qui nous est donnée et il y a une chance à saisir. Et c'était beau le match qu'on a vu hier, mais je dis encore, on espère que ce soit des étalons aussi qui aient des résultats probants et qu'on puisse continuer donc à regarder cette CAN-là en espérant qu'il y ait une coupe qui revienne ici. Consommation des drogues par les enfants, comment guérir, comment prévenir? Eh bien, voici le sujet retenu pour cette deuxième audience du tribunal de l'actualité avec à la barre Marie-Claire Tiendrebego. Elle est la présidente de l'association Sauvons l'avenir de nos enfants. Monsieur les juges, la convoquée est à vous pour des questions de généralité. Juge Favara. Oui. Moi, peut-être qu'on va faire un peu de pédagogie. Il y a tellement de produits qu'on voit circuler, il y a tellement d'éléments que peut-être nous, parents, on ne maîtrise pas. Et souvent, vous voyez, vous dites c'est médicaments. Quelquefois, vous regardez, vous dites, bon, ça là, c'est quelle substance? Mais c'est quoi la drogue? Qu'est-ce qu'on appelle drogue? Parce que quelquefois, on a des médicaments qui sont rangés dedans. Et alors que, bon, on se dit que c'est des traitements pour certains patients, et puis après vous regardez, on dit que bon, ça là, c'est pas accessible à tout le monde. Donc quand quelqu'un qui n'a pas besoin le prend, c'est qu'il est en train de se droguer. C'est quoi une drogue? C'est quoi la drogue? Merci. Je pense que pour ne pas rentrer dans les définitions, voilà, je donne simplement une définition simple. Pour moi, la drogue est une substance. Et une substance, comment je peux dire ça, une substance chimique. Ça peut être naturel ou synthétique, ou lorsque introduit dans un corps humain et perturbe le fonctionnement du système nerveux ou l'état même de ses fonctions, et ça peut modifier même l'état de ses fonctions. C'est simplement ça que je peux donner comme définition. La drogue est un perturbateur, voilà, c'est un perturbateur du système nerveux central. D'accord. Le juge Benabou. Savoir. D'accord, ben on va faire connaissance avec l'association, si vous permettez, c'est ma première question de généralité. Oui, bien sûr, voilà, oui, donc d'où est venue cette idée de créer cette association, association Souvenir l'avenir de nos enfants? Quand on l'entend comme ça, bon, sauf si vous parlez le lien avec la drogue, on ne voit pas. Alors, d'où est venue l'idée de cette association? Donc, merci. L'association Sauvons l'avenir de nos enfants est née à partir de nos propres expériences. Alors, nous sommes des parents qui vivent déjà avec un enfant en situation de drogue. Et nous avons vu la peine et la souffrance qu'endurent les familles qui vivent avec un enfant en situation de drogue. Il faut dire, on ne comprend pas tout de suite ce qui se passe, mais on a l'impression parfois que l'enfant fait exprès. Donc, il a fallu plusieurs années de souffrance, vraiment de souffrance, pour comprendre, parce que vu ce que l'enfant même endure comme coup, et qu'il continue à rester dans ça, on s'est posé la question, comment quelqu'un peut souffrir tant et continuer à être un esclave de quelque chose qui ne lui apporte pas, on pense pour nous, ça ne lui apporte pas du bien. Mais il continue. Et c'est à ce moment où on a cherché à comprendre, on a demandé à être formé. Moi, j'ai demandé à comprendre pourquoi la drogue permet, l'enfant reste toujours dans la drogue, alors qu'il est matraqué partout. Donc, on a cherché, on a payé, on a demandé à se faire former. Et c'est à l'issue de la formation, on a compris effectivement que la drogue est un perturbateur. Lorsque l'enfant prend ça, il n'est pas lui-même. Ça veut dire tout ce qu'il veut faire, il va le faire. Et lorsqu'il prend la drogue et que vous commencez à lui parler, c'est comme si vous parliez à un mur. Parce que lui, il n'est pas dans la même logique que vous. Donc, lorsqu'à partir du moment que nous avons compris cela, on a commencé à moins souffrir. On a commencé à comprendre que le problème n'est pas qu'il ne veut pas, mais c'est qu'il ne peut même pas. Il est arrivé à un stade que lui-même, il ne peut pas. C'est à partir de ce moment, on a commencé... En fait, moi, quand ça me faisait souffrir et qu'à un moment donné, je me suis dit,
qu'il fallait faire quelque chose pour que d'autres parents ne viennent pas dedans. D'autres parents, leurs enfants ne rentrent pas dans cette histoire. Et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est même après avoir mis l'association en place qu'on a commencé maintenant à chercher à nous former pour comprendre, pour aider. Et l'objectif vraiment c'était aider les parents. Pour que les enfants, parce que c'est très pénible, c'est très dur de vivre avec un enfant dans la drogue. Et c'est tout ça qui nous a amené à mettre l'association en place pour informer les familles, pour aider les familles à ne pas, comment les donner des outils pour que les enfants ne rentrent pas dedans, pour éviter vraiment certaines familles de tomber vraiment dans ce phénomène. Juge Fava. Oui, l'association souvent l'avenir de nos enfants. J'ai comme l'impression qu'à demi vous parlez un peu de votre histoire à vous. Vous l'avez vécu. Vous êtes parent de personnes qui a été addicted, comme on le dit, qui a été voilà. Comment vous l'avez vécu? Quelle est votre histoire là-dessus? Et mon histoire, c'est comme je disais, mon histoire a été très pénible. Je vous dis, ça a été très pénible parce que et ça a été aussi une riche expérience. Ça a été également une riche expérience parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'expérience m'a vraiment aidé à comprendre l'enfant, à comprendre d'autres enfants et à comprendre les parents qui vivent la situation. Parce que moi et mon fils, c'était très compliqué. Depuis l'école, depuis le lycée, ça n'a jamais été facile. On a toujours été sujet d'interpellation dans son lycée. On a toujours... les décrochages scolaires, chaque fois il est absent, mais à ce moment, on ne comprenait pas trop ce que c'est. On ne savait pas tout de suite que c'était la drogue. Pour nous, c'était l'adolescence. Et jusqu'à ce que, à un moment donné, on s'est posé la question, pourquoi l'adolescence dure tant? Pourquoi un enfant, l'étape de l'adolescence peut amener un enfant à se comporter de cette manière? Mais on n'entendait pas tellement trop parler de la drogue. C'est dans les années... Et moi, je travaillais en son temps. Quand je quittais le matin, je revenais le soir. Et l'enfant, ça n'allait pas du tout. Il peut faire des jours, il ne vient même pas à la maison. Et quand il vient à la maison, ben, ça veut dire qu'il s'en fout de vous. C'est comme si vous n'existez pas. Il avait tout ce qu'il a pour vivre. Il avait, même s'il ne vient pas, il avait tout. Ses portables, il tenait tout le temps des portables. Vous ne l'avez pas payé, mais il tient un portable. Vous récupérez le portable, le même jour, il reviendra avec un autre portable. Donc la situation était difficile pour nous. C'est le fils aîné. Il fait partie c'est le garçon, le premier garçon. C'était compliqué, c'était un défi pour nous. Donc, étant donné qu'on n'avait aucune capacité de l'amener, on a passé par la chicotte, on est passé par la douceur, on est passé par tous les moyens. On a senti qu'on ne pouvait pas. Et c'était tellement très, très, très compliqué. Toutes les gendarmeries, il fallait passer par la police par-ci, la gendarmerie par-là. Il fallait aller à la Mako, il fallait faire tout le tour. Ça veut dire dans tout Ouagadougou. Il fallait faire le tour. Et chaque fois, sans compter le voisinage, voilà, il a fait ça. Hein, il est venu, il a gâté tel truc, il a pris mon téléphone, il a fait ci. C'était très difficile. Et qui ne peut pas vivre cette expérience et vouloir que quelqu'un d'autre le vive. Tout en sachant qu'autour de nous, il n'était pas le seul. Mais c'était quand même une histoire particulière pour moi. Parce que je n'avais jamais... je ne voyais pas, je ne savais pas qu'il y avait... On pouvait prendre la drogue, était aussi grave. Hein? Prendre la drogue, c'était quelque chose de vraiment chaud jusqu'à ce point. Je ne le savais pas. Donc, c'est quand vraiment on a commencé à se poser des questions de comment il fallait faire qu'on a commencé maintenant à chercher à comprendre ce qu'il y a derrière cette drogue. Et votre première démarche, c'est quoi? C'est lié, vous vous rendez compte peut-être à un moment donné que votre fils se drogue. Oui. Vous dites, bon, j'essaie de comprendre le phénomène. Votre démarche, vous allez vers qui? C'est vrai qu'actuellement, il y a une association, mais en son temps,
Quelle a été votre démarche? Comment est-ce que vous avez commencé à chercher, à comprendre vers qui vous vous êtes tourné? Moi, c'est pédagogique hein, pour que... Oui, je vous suis. Et il faut dire, quand j'ai commencé à penser réellement à comment faire pour la drogue, il faut dire c'est même venu systématiquement. En fait, j'étais dans un projet et à un moment donné, on nous avait donné l'opportunité de nous former. On avait un coach. Et comme le projet tendait vers la fin, on voulait que chacun puisse se former dans un domaine. Là, après le projet, chacun allait se spécialiser, allait pouvoir travailler librement. Et pendant les questions, moi, personnellement, ce que je voulais faire, c'était le genre. Je fais genre en socio. Et j'étais vraiment intéressée sur les questions du genre. Donc, pour moi, je me suis même formée à l'université de Ouagadougou pour que, après vraiment la fin du projet, que je puisse me spécialiser dans le domaine du genre. Lorsque un coup, c'est venu comme ça directement dans ma tête. Pourquoi tu ne luttes pas contre la drogue? Je ne peux pas expliquer, mais je n'avais jamais pensé lutter contre la drogue. Mais c'est venu comme ça. Et tout de suite, j'ai laissé tomber la question du genre. Et c'était plus fort que moi. Et je me suis dit, oui, je peux bien lutter contre la drogue. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à expliquer ma situation au coach. Et je lui ai dit, non, moi je vais plutôt lutter contre la drogue. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi, je ne savais pas. Comment il fallait lutter contre la drogue, je ne savais pas. Mais tout ce que je savais, c'est que mon enfant a commencé à prendre la drogue dans un établissement. Et pour moi, avec cet établissement, on allait pouvoir faire quelque chose pour aider les jeunes. Donc, j'ai commencé cette démarche. Je suis allée dans l'établissement. J'ai voulu vraiment, avec le chef d'établissement, pour qu'on puisse travailler dans ce chose. Mais il n'était pas favorable. Le chef d'établissement n'était pas favorable. Donc, du coup, ça m'a découragée. Et à un moment donné, quand le projet est fini, on a rendu les affaires et j'ai rendu les affaires et 2 jours après, j'ai eu un accident. J'ai eu une fracture. Et pendant que j'ai eu, je dis, mais est-ce que c'est pas cette histoire de drogue-là qui m'a créé tous les problèmes? Et je me suis dit non, je pense que je vais laisser tomber cette histoire de lutter contre la drogue. Parce que tout le monde me dit non, c'est pas bien, c'est pas la peine parce que tu ne peux pas lutter contre la drogue. Les gens sont, les gens, ce sont les gourous même qui sont au devant. S'ils te voient faire, voilà, ils vont te faire du mal. Mais ça me tenait à cœur. Mais à un moment donné, j'ai voulu laisser. Lorsqu'un beau matin, quelqu'un est venu, une de mes amies est venue, sans que même que je lui en parle même de la chose, qui est venue me dire, ah, depuis le matin, je pense à toi. Et je suis en train de quelque chose me dire, va dire à Mme Tienbego de lutter contre la drogue. Je ne lui avais même pas parlé de ça. Et c'est quand elle est venue, j'étais assise avec le pied cassé. Elle me dit, ah, en tout cas, on va pas lutter contre la drogue. Quand elle m'a dit ça, c'est comme si ce que j'étais en train de remuer en moi, il faut lutter, il faut plus, et je vais laisser tomber là. Quelque chose me disait non, ne laisse pas tomber, il faut avancer. Donc c'est comme ça qu'on a repris. Et comment on allait faire? On s'est dit non, aller de manière individuelle, ça allait être compliqué. Allons en association. Okay. C'est comme ça est née l'idée de créer l'association. Mais en interne maintenant, c'est-à-dire que vous avez la réalité aussi en famille. Oui. Comment vous jugulez tout ça? Vous vous renseignez sur le phénomène, oui. Mais il y a un travail aussi à faire sur celui qui est aussi votre enfant. Oui, bien sûr. Parce que c'est lui d'abord le sujet principal. C'est lui le sujet principal. À partir du moment qu'on a commencé, on a voulu mettre l'association en marche, c'était d'abord pour aider. Parce que moi, je voyais cet enfant-là, je me posais la question, est-ce qu'on pouvait encore... on peut faire encore quelque chose pour lui. Mais ce qu'on pouvait faire, c'est aider d'autres familles. C'est comment aider d'autres familles à ce que le nombre ne s'augmente pas. Okay. C'était vraiment l'objectif. Oui, c'est vrai, mais c'est sûr que ceux qui écoutent vont se demander, mais la suite avec cet enfant? La suite avec cet enfant, vous savez, la question de la drogue, on ne finit pas avec ça.
immédiatement. Mais cet enfant, ça va beaucoup parce que il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, mais il prend de plus en plus conscience. En fait, quand vous arrivez à comprendre ce que c'est que la drogue, vous n'êtes plus dans une dynamique de jugement ni de condamnation. Vous développez, vous avez des techniques pour accompagner, pour l'amener à comprendre ce qu'il vit. Sa situation, lui-même, il sait, même dans ces périodes de lucidité, il sait, et lui-même, il vient se confier. Et des fois, lui-même, il demande, je me rappelle, une fois, il est venu, il m'a dit, maman, enferme-moi dans la maison, je n'ai pas envie de sortir. Parce que si je sors, mes amis vont me donner encore la drogue. On s'est enfermé. Mais avant ça, ce n'était pas possible. Puisque nous, c'était la bagarre tous les jours. Mais quand tu comprends qu'il ne fait plus la bagarre, quand tu as compris qu'il ne peut plus aller vers cet enfant avec la bagarre, parce que tu comprends que cet enfant, il souffre. Il souffre. Il est rentré peut-être par lui-même, parce qu'il voulait. Mais il ne peut pas sortir de lui-même sans être aidé. Donc, il a besoin d'être aidé, il a besoin d'accompagnement. Et c'est un travail, c'est un processus. Et ce processus peut être long en fonction de chaque enfant. Et moi, mon enfant aujourd'hui, en tout cas, ça va beaucoup. Okay. Ça va beaucoup. Et justement, lorsque vous nous expliquez un peu le début des choses, vous disiez que vous êtes allé vers l'établissement parce que ça a commencé là-bas, évidemment, pour votre enfant. Et au niveau de l'établissement, les gens n'étaient pas trop favorables. Aujourd'hui, les études ont montré à l'appel que la réalité de la drogue dans nos écoles, il n'y a plus à se dire que c'est un effet d'esprit ou quoi que ce soit. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais est-ce que vous avez l'impression, vous qui êtes dans le domaine de la lutte, que à ce niveau-là, on en prend vraiment conscience? C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, vous faisiez une conférence dans une école, mais est-ce que vous avez l'impression que dans ce milieu-là, on commence à en prendre conscience et qu'on commence à bien regarder? Je disais la dernière fois dans chose que le problème de la drogue, moi je ne vois pas, c'est vrai que tout se passe à l'école, mais je travaille beaucoup plus à un éveil de conscience des familles. Okay. Parce que vous savez, quand un enfant est dans la drogue, au-delà de l'enfant, c'est toute une famille qui souffre. C'est toute une famille qui souffre, c'est pas une école qui souffre. Hein. C'est pas l'école qui souffre, c'est toute une famille qui est détruite. C'est toute une famille qui est vraiment déchirée. Et souvent, ça va même jusqu'au divorce. Ça va même jusqu'au divorce. Parce que la question de la drogue, c'est comme si vous avez échoué l'éducation de votre enfant. On ne voit pas ceux qui sont derrière, on ne voit pas les adultes qui les ont entraînés dedans. On voit votre incompétence, votre incapacité d'éduquer l'enfant et de lui donner les bonnes valeurs. Et voilà ce qui l'a conduit. Voilà pourquoi l'enfant se retrouve dans la drogue. Donc, à cause de ça, toutes les familles sont renfermées. Même quand ils ont leur enfant dedans, ils préfèrent régler leurs problèmes en famille. Ils préfèrent même fermer l'enfant. L'enfant même peut décrocher, il ne parle plus à l'école. Mais les familles préfèrent fermer l'enfant parce qu'ils ne veulent pas s'afficher. Tout simplement, ils veulent garder leur dignité. Ils veulent sauvegarder leur image. Alors que moi, à partir du moment où un enfant est dans la drogue, il n'y a plus d'image à préserver. C'est prendre le courage en Dieu, mais pour aider cet enfant. Et lorsque tu as compris que cet enfant ne le fait pas, et là où il est aujourd'hui, il n'est plus de lui-même. Si tu l'as compris, tu n'as plus besoin de chercher à soigner ton image. Non, c'est aider l'enfant, quel que soit ce qu'on peut dire de toi. C'est aider ton enfant. À l'école, c'est vrai, à l'école, les gens ne s'intéressent pas. Mais il faut regarder. Mais moi, je me dis que c'est des bons gars. Vous peut pas, les écoles disent aujourd'hui que les parents ont démissionné. L'école ne peut pas ne peut pas tout récupérer dans votre enfant. C'est pas possible. C'est comment travailler sur la personnalité de votre enfant pour que ces enfants, même s'ils se retrouvent au milieu de plusieurs enfants, qu'ils sachent dire non. Même si on lui tend la chose, qu'ils sachent dire non. Ce que les enfants sont aujourd'hui, c'est que les enfants, et les questions de la drogue, c'est le reflet de la qualité de nos familles, de ce que nous vivons en famille. Parce que si nous avons compris
notre rôle, notre responsabilité de parents. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la question de la drogue, c'est un phénomène nouveau que les parents ne maîtrisent pas. Les parents ne maîtrisent pas trop ce phénomène. Et c'est pour ça, nous, il faut forcément renforcer les capacités techniques et opérationnelles des parents en matière de drogue. Qu'ils sachent qu'est-ce que c'est que la drogue, comment la drogue se manifeste, pourquoi l'enfant est accroché, pour pouvoir aider. Parce que s'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas aider leurs enfants. Et à l'école, c'est pareil, que ce soit les enseignants, que ce soit les maîtres. Mais il faut vous dire, moi, je le dis vraiment, c'est malheureux, mais je dis, un établissement, qu'est-ce qu'un établissement est à gagner ou à perdre quand votre enfant soit dans la drogue? Il gagne quoi? Lorsque les enfants font leurs bêtises parfois, et il y a un manque de corps, il y a pas de, on ne peut pas rentrer en classe. Vous pensez que ça fait mal à tous les établissements, tous les chefs d'établissement? Si moi, par exemple, c'est un exemple, hein, j'essaie de voir tout. Hein. Si, par exemple, moi, dans mon établissement, j'ai 500 vacataires, et qu'à cause de l'incivisme des enfants, je n'ai pas pu faire cours en une semaine. Ça me revient, puisque ce que je devais payer à un enseignant pendant cette période, je ne vais plus le faire. Qu'est-ce que je gagne? Qu'un enfant arrête la drogue, qu'il prenne la drogue. C'est nous, les parents, nous avons intérêt à ce que nos enfants soient bien. Ce n'est pas un chef d'établissement. Tout à l'heure, vous disiez quelque chose. À un moment donné, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Pour vous, votre cas par exemple, à un moment donné, vous vous êtes dit, mais si l'enfant il y va, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas pu faire. Donc il y a quelquefois une culpabilité que les parents ont. Oui, c'est normal. C'est normal que, je disais, c'est une question de dignité lorsque tout parent met son enfant au monde, il veut le voir réussir, il veut le voir bien. Donc, à un moment donné, quand l'enfant rentre dans la drogue, effectivement, tu vas te poser des questions. Qu'est-ce que tu n'as pas pu, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce qui a manqué? Mais en réalité, si tu regardes, après cette formation, tu regardes toi-même ta vie, comment vous avez été, tu peux déduire, oui, c'est pendant cette période-là que les choses sont arrivées. Tu peux arriver à le faire. Enfin, il ne faut jamais se voiler les yeux sur la réalité des faits. C'est vrai que c'était une période vraiment très difficile pour nous. Et on est rentré, c'était nos débuts. Tu vois, la vie de couple, on pense que c'est quelque chose de... C'est du donner, non. La vie de couple, c'est un apprentissage, c'est un processus. Et c'est pour ça, souvent, à un moment donné, lorsque ça coince, tout le monde, voilà, on se jette, on se dit, on se culpabilise, on dit non, on dit que c'est à cause de toi, telle chose n'a pas été faite, on dit non, c'est parce que tu n'as pas bien fait, c'est parce qu'on s'accuse. Alors que quand on commence à s'accuser, c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas compris le jeu du mariage. Le jeu du mariage, tout ça, ça fait partie. C'est un processus, c'est un apprentissage. Et lorsqu'on pense que l'amour seul peut suffire, lorsque l'amour commence à s'effriter, ça ne va pas. Les choses ne sont plus comme on l'avait conçu. Donc chacun développe des comportements. Et dans ces développements de comportements, les enfants qui sont innocents qui vous prennent pour modèle. Et lorsque vous n'êtes plus modèle à ce moment, les enfants développent un autre caractère. Moi personnellement, quand je suis arrivée, c'est vrai que j'ai été très absente. J'ai fait les cours du soir parce que je suis arrivée avec mon mari, j'ai fait des cours du soir. Et les soirs, je faisais des stages et puis après, je vais au cours du soir. Du BPC jusqu'en terminale, je faisais des cours du soir. Donc, j'ai fait des cours du soir pour avoir le BPC, le BEP, le bac. Et à l'université, je partais travailler et je continuais à faire mes études. Donc, tout ça, j'ai eu un temps d'absence. Et mon mari aussi n'était pas là. Lui aussi, il était en province, il revient. Et donc, on était pratiquement tous les deux absents de la maison. Mais on ne savait pas que l'absence, puisqu'on ne dort pas au dehors, on revient à la maison. On ne savait pas que ce temps pouvait créer. Mais c'est mal, on n'a pas calculé avec la personnalité de tout un chacun. Il n'est pas seul, moi j'ai 5 enfants. À ce moment, ils étaient choses, mais c'est lui, il fait partie, il est le deuxième garçon. Il faut toujours se dire que le comportement, par exemple, d'une fille et d'un garçon, ce n'est pas la même chose. Et souvent, on n'arrive pas à comprendre comment il faut l'éducation. On pense qu'il faut, c'est la même éducation à tous les enfants suivis pour que tout le monde soit bien. Non.
D'accord. Alors, vous êtes au devant de la lutte. Dites-nous aujourd'hui, quels sont les types de drogues que l'on retrouve le plus souvent en milieu scolaire, de manière à ce qu'il y ait une recrudescence de la consommation par les enfants? Bon, la drogue qui est vraiment beaucoup utilisée aujourd'hui, c'est le cannabis. Le cannabis, il y en a partout. Même et à vil prix. C'est ça, tous les enfants peuvent acheter, c'est pas cher. Même à 100 francs, je pense même à 100 francs, on peut l'avoir. Donc il y a aussi, en plus des frélatés, des boissons frélatées, qui va jusqu'à combien de degrés de choses, 18 degrés, plus de combien de degrés de pourcentage. C'est le cannabis qui est beaucoup plus chose. Et quand vous commencez par le cannabis, vous montez jusqu'à l'héroïne, jusqu'à la cocaïne, donc des fois même, quand ils n'ont pas l'argent, ils les mélangent. Sinon, aujourd'hui, c'est le cannabis qui est beaucoup utilisé par nos enfants à l'école. Pour un parent qui a son enfant au niveau scolaire, quels sont les signes d'alerte? Les signes d'alerte, il faut que les parents soient bien formés pour comprendre qu'est-ce que c'est. Il faut connaître la personnalité de l'enfant. Pour parler de signes d'alerte, il faut d'abord connaître ton enfant. Parce que si tu ne connais pas ton enfant, même s'il change de comportement, tu ne le sauras pas. Pour vous, quel a été le signe d'alerte pour votre expérience personnelle? Moi il n'y avait même pas de signe d'alerte parce que pour moi, il était déjà dedans. Et moi, je pensais que c'était des questions d'adolescence. Il était déjà dedans. En fait, il n'y a plus d'autorité devant lui. Tu ne peux rien lui dire de faire et puis il va le faire. Il ne va pas le faire. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais ce qu'on n'avait pas compris, le signe d'alerte qui était en lui, c'est que lui, cet enfant, il a une personnalité particulièrement par rapport aux autres. Et que nous, on n'a pas su détecter. C'est un enfant qui aime l'ambiance. Tu aimes la musique, qui aime tout ce qui est... Voilà, tout ce qui est... Alors que chez nous, on se cherchait tellement que le climat était trop serré. Le climat était trop serré. Chacun était préoccupé par quelque chose qui vient, tu es fatigué, chacun. Lui, il ne pouvait pas tenir dans ce climat. Donc, quand il est sorti, il a vu qu'il y avait plus de joie au dehors, il est resté. Il est resté. Juge Benabougma. Oui, donc c'est-à-dire que pour détecter les signaux d'alerte, il faut forcément savoir la personnalité de l'enfant et agir en fonction. Il faut connaître ton enfant. Il faut bien connaître ton enfant. Parce que l'enfant, la plupart du temps, quand on ne connaît pas les enfants, même quand l'enfant change de comportement, un enfant, par exemple, tu passes le temps à rire au hasard. Quand il passe le temps à rire au hasard, même quand c'est mauvais, il passe le temps à rire. C'est pas le rire, c'est pas que le rire n'est pas bon. C'est pas bien. Mais est-ce que c'est normal au moment où les gens sont tristes que l'enfant passe le temps? Un enfant qui, quand il arrive, il est isolé. Il s'enferme dedans. Il ne veut pas que personne, il ne veut pas que quelqu'un, les gens arrivent. Il aime s'isoler. Il est seul dans son coin. Quand les enfants commencent à s'isoler, à être seuls, ce n'est pas quelque chose qui est... On dit non. Il y a des enfants aussi qui sont comme ça. Mais quand tu connais ton enfant et tu commences à voir que le comportement qu'il avait avant, il n'est plus le même comportement, on doit commencer à s'inquiéter. Qu'est-ce qui l'amène à être comme ça? Pour moi, tout commence par il faut bien connaître l'enfant. Mais il n'y a pas la question sur des fréquentations. Oui, il y a la question des fréquentations. Mais quand ça, je dis bien connaître l'enfant. Même côté amis, les enfants ont généralement des amis. Vous voyez, les enfants, quand ils sont à la maison, ils sont autres. Quand ils vont à l'école, ils ont des amis. C'est pour ça qu'il faut être proche de son enfant pour même connaître ses amis. Voilà, quand l'enfant vient, quand il part à l'école, premièrement, au tout début, il vient, il dit, ah, mon ami, j'ai un ami à l'école, mon ami, tu demandes, tu as des amis? Il dit oui. Quels sont tes amis? C'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Pendant longtemps, ce sont ses mêmes amis. Et puis, à un moment donné, ce ne sont plus les mêmes amis. Il a changé d'amis. Les mêmes amis qui le suivaient venir à la maison, ce n'est pas eux qui viennent. C'est d'autres personnes qui viennent. Il ne parle plus de ces autres. Il faut s'inquiéter. C'est pas forcément, je ne dis pas forcément que l'enfant est en train d'arriver dans la drogue. Il faut surtout se poser la question, pourquoi il a laissé les autres amis? Pourquoi il ne va plus? Il va vous dire. Pourquoi il préfère être avec ses amis? Et il faut chercher à connaître aussi ses amis. Qui sont-ils? Pourquoi l'enfant a changé tout de suite d'amis?
Sinon, les amis aussi, c'est le groupe de pères, oui, ça fait partie. Il y a des amis, si tu as un ami qui prend la drogue, mais il va vouloir aussi que tu fasses comme lui. Et comme tu veux aussi être ami avec lui, tu vas essayer de faire comme lui pour que vous puissiez rester amis. Mais tout ça, c'est quoi? C'est le manque de personnalité. Mais si vous êtes proche de l'enfant, qui vous dit à l'enfant, faites attention, tu vois, entre les amis, même si la personne te donne quelque chose, il ne faut jamais cacher ça à tes parents. Si tu viens, il faut nous dire. Dis, voilà, c'est que mon ami m'a donné telle chose, il m'a dit ceci. Quand il y a vraiment cette complicité entre les parents, l'enfant dit tout. Il ne cache rien. Même quand l'enfant peut aller vraiment par ignorance. Mais le fait que vous êtes proche de lui, quand il va venir, il va vous dire, mon ami m'a dit ceci, mon ami a dit cela. Et puis il a dit, mais de ne pas vous dire. Donc c'est donner vraiment des astuces aux parents pour d'abord détecter ces petits détails-là aux enfants. Ça aide vraiment à mieux les connaître et à les accompagner. Pour votre expérience personnelle, au-delà du travail qui a été fait sur votre enfant, est-ce qu'il y a eu un autre travail où il a fallu faire sur les autres enfants, sur ses camarades et tout? Et comment est-ce que vous êtes parvenu quand on n'a pas forcément l'accompagnement, parce qu'on se dit qu'il est difficile d'aller voir un parent pour lui dire ton enfant, il consomme la drogue autant que le mien, est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble? Quel a été le process? Chez moi, la question n'a pas été directement comme ça. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, les parents sont ce qu'ils sont. Dis à un parent peut être sûr que son enfant prend la drogue. Mais que quelqu'un vienne lui dire que ton enfant prend la drogue, là, c'est pas facile. Il va dire c'est faux, qu'il ment sur son enfant. Parce que les parents n'ont pas encore compris qu'on n'a pas besoin de cacher. On n'a pas besoin de cacher. Puisqu'en son temps, tout le monde cachait. Donc, si toi tu viens dire, et j'ai entendu, il y avait beaucoup de cas comme ça dans le quartier. On a dit à une maman, ton enfant prend la drogue, il a fait tellement trop de tapage là-dessus. Non, vous mentez sur mon enfant ne fait pas ci. Pourtant, la personne sait que son enfant prend la drogue. Donc, c'était difficile d'aller directement. Moi, ce que j'aimais vraiment faire, c'est les amis de mes enfants, à un moment donné, je les laissais venir dans la cour. Ils venaient, et c'était des occasions pour moi de les sensibiliser, d'échanger avec eux, vraiment de les mettre en confiance. Mais ceux qui étaient plus proches, je vais, parce que j'entendais parfois les enfants, on est venu, on a pris des enfants, ils étaient dans la drogue. C'était l'occasion de me rapprocher de ces familles pour les rassurer, de ne pas s'inquiéter. Voilà, c'était des occasions. Et souvent, je peux même, pendant que je marche, je vois un groupe d'enfants qui sont assis. C'est l'occasion pour moi de travailler avec eux, de commencer à les sensibiliser, de commencer à parler des méfaits de la drogue, de là où ils se mettent, s'ils veulent réaliser leurs rêves. Parce que quand j'arrive, je demande ce que chacun veut être. Chacun va dire, je veux être ceci, je veux être cela. Donc, si vous voulez atteindre cela, voilà la conduite à tenir. Vous n'avez pas besoin de prendre la drogue. Si vous prenez la drogue, vous n'allez jamais pouvoir arriver à là. Donc, c'était des petites... comme ça, je travaillais. Et c'était difficile de travailler avec des enfants, des parents qui sont dans la drogue. Mais c'est quand on a commencé à sortir à la télé que les gens ont commencé à se défaire. Et il y en a qui vont jusqu'à prendre le téléphone, le numéro, et ils appellent. Et ils expliquent leurs problèmes. Moi, j'ai un problème. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, aujourd'hui, on a dans notre association, on a peut-être plus de parents qui ont des enfants dedans que de parents qui n'ont même pas les enfants dedans. Donc, c'est pour dire, c'est ce qui nous a vraiment et qui nous motive toujours vraiment à continuer. Aujourd'hui, au milieu scolaire, il y a tout de même un phénomène, c'est la consommation de la chicha. Est-ce qu'il s'agit là d'une drogue pour laquelle il faut s'inquiéter? Bien sûr. La chicha, c'est une drogue. C'est une drogue, on dit, c'est une drogue qui retarde, comment dire, retardement, qui traîne en fait pour... Mais c'est une drogue, c'est une très bonne drogue même. Parce que quand tu prends non, pour les enfants, quand on dit bonne drogue, ça veut dire, c'est pas que c'est bon. Les enfants, quand ils prennent, puisque c'est aromatisé, on met ça dans un bocal. Mais des techniciens pourront mieux expliquer. Mais c'est quelque chose vraiment de grave qui détruit les organes intérieurs des enfants. Mais à long terme.
juge Bougman. D'accord, oui, on sait que c'est un milieu qui n'est pas facile. Est-ce que vous n'avez pas eu de la difficulté dans cette lutte-là? On a même des difficultés, on ne peut pas ne pas avoir des difficultés, parce qu'on n'a pas la même compréhension. On n'a pas la même compréhension. Quand vous prenez, par exemple, nous travaillons beaucoup avec les parents d'élèves. Et lorsque, dites-vous, même quand on arrive pour négocier, pour qu'on puisse faire l'activité, il y a des parents qui ne sont pas intéressés. Il y a des parents qui disent non, c'est aux enfants, il faut vous adresser, ce n'est pas à eux. Alors que nous, notre objectif, c'est d'abord donner ce qu'il faut, parce que c'est qu'une association va aller dire à un enfant. Si le parent l'a compris et il le fait déjà dans la maison, on n'a plus besoin de faire trop de travail. Ça veut dire, les parents ont compris. Les parents savent comment ils ont des outils pour accompagner les enfants. Ils ont des outils pour détecter les signes d'alerte. Ils savent comment. Donc, on n'a plus besoin de faire trop de travail. Ça veut dire, eux-mêmes, ils sont le relais. Donc, et en même temps, même pendant qu'on est en train de travailler avec les enfants, il y en a qui travaillent directement avec les élèves. Donc, on a la même compréhension. Quand un enfant vient dans la maison avec une drogue, tu rentres, tu vois des herbes séchées dans la maison que tu ne connais pas. Tu ne sais même pas ce que c'est. Mais l'enfant sait. Il sait ce que c'est. Il sait qu'il peut même déposer, vous allez rentrer, vous ne pouvez même pas imaginer que c'est de la drogue. Donc, lui, il peut jouer sur votre sensibilité. Et ces enfants, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile de les comprendre. Donc, si vous n'arrivez pas, vous-même, vous ne vous faites pas former, vous ne pouvez pas lutter contre la drogue, vous ne pouvez pas comprendre et vous ne pouvez pas aider vos enfants. Alors, nous avons reçu ici le secrétariat permanent de lutte contre la drogue. À la question de savoir est-ce qu'il y a un état des lieux pour savoir quelle est l'ampleur de la situation, ils ont répondu qu'il n'y a pas encore une étude clairement faite et qui donne avec des données à l'appui l'ampleur de la situation. Vous qui êtes déjà dans le milieu, dans la lutte, est-ce que vous avez une idée de l'ampleur de la situation au niveau des enfants? Vous voyez, si le CNLD, le comité de lutte, n'a pas de données fiables, c'est difficile, mais il y a eu une étude qui a été menée dans quelques établissements publics et privés qui avait donné 6%, par exemple. Aujourd'hui, on a atteint 6% de consommateurs aujourd'hui, contrairement à en 2019, contrairement à 1,9 en 2011. Vous voyez que de 2011 à 2019, vous voyez la progression. En 8 ans, vous voyez la progression. Et aujourd'hui, c'est encore plus grave. C'est encore, ça peut-être même, ça a dû même doubler. On ne sait pas, puisqu'il n'y a pas de... C'est pour dire, aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas travailler avec... C'est difficile quand même. Il faut d'abord accepter. C'est difficile de faire l'étude, mais il n'y a pas les moyens. Ce n'est pas parce que c'est difficile, c'est parce qu'il n'y a même pas les moyens. Il n'y a pas les moyens pour mener l'étude. Sinon, si le comité de lutte qui est là n'a pas de référent, n'a pas encore de données, mais nous, on fait quoi? Alors qu'on voit dans nos quartiers, dans les écoles, c'est visible. C'est visible, mais il n'y a pas de données concrètes. Oui, vous avez votre cible, ce sont les parents, si j'ai bien compris. La cible prioritaire, pas les enfants. La cible prioritaire, c'est d'abord les parents et les enfants ensuite. D'accord, c'est bon. Oui, juge Vaha. C'est vrai que pour un parent qui se rend compte que son enfant est dans la drogue et tout, sa préoccupation, c'est comment l'y enlever. Il y a l'accompagnement que vous faites et tout, mais quand on voit, quelquefois, on entend parler de techniques pour pouvoir casser l'addiction que l'enfant a par rapport à la drogue. Est-ce que c'est des éléments que vous avez, ou bien chez nous encore, on est encore très loin de ces dynamiques-là, où on parle de cure de désintoxication, de ceci, de cela, parce que bon, tout le monde cache tout. Quand il s'agit de la drogue, personne ne veut dire que son enfant est à l'hôpital parce qu'il se drogue, ou bien que, est-ce que il y a des dynamiques d'accompagnement dans ce sens? Vous savez, la prise en charge des questions liées à la drogue est holistique. Okay. Souvent, on a l'impression qu'il faut prendre l'enfant, aller enfermer dans un centre pendant des années, et puis après, quand il va sortir, il est clean. Non, tout se passe dans la tête. L'enfant, c'est la racine, ce qui a mené l'enfant à rentrer dans la drogue. Lorsque vous n'avez pas cassé ça, lorsque vous n'avez pas arrangé ça, même si l'enfant fait 10 ans dans un centre, quand il va sortir, il va aller prendre.
il va aller prendre la drogue. Parce que les facteurs qui ont favorisé cette prise de l'enfant à aller vers la drogue, il faut d'abord arriver à détecter cela. Il faut arriver à détecter cela. Et c'est sur ça qu'il faut jouer. Si vous amenez l'enfant dans un centre et que c'est un débarras pour vous, il va revenir vous trouver. Vous n'avez rien fait. Nous, c'est pour ça que nous faisons la prise en charge. La prise en charge peut être ambulatoire. Okay. On a un psychosocial qui est là. On a des psychologues. Mais aller au-delà de tout ça, le problème c'est d'abord au sein, qu'est-ce qui a amené l'enfant? Ce qui a amené l'enfant à la drogue, c'est ça qu'il faut détecter. Et quand vous arrivez à détecter ça, et lorsque on commence une prise en charge de votre enfant, que tout le monde s'implique. Tout le monde s'implique. Parce que si vous mettez à côté, vous laissez l'enfant dans les mains des spécialistes de prise en charge, ils ne vont pas y arriver. Si vous l'amenez parce que c'est un débarras pour vous, vous êtes tranquille, vous n'allez pas y parvenir. Parce que l'enfant, c'est un temps. Vous ne pouvez pas le garder définitivement là-bas. Et lorsqu'il sort, il quitte là-bas, il ressort, il peut même encore rentrer si la racine n'est pas coupée. Donc si l'enfant est rentré parce que papa et maman passent le temps à faire la bagarre, il n'y a pas la paix à la maison, cherchez d'abord à vous faire la paix. Au contraire, nous on dit aux parents, lorsque l'enfant est dedans, soyez plutôt des amis au lieu d'être des ennemis. Parce que si vous allez des ennemis, vous n'allez jamais pouvoir aider votre enfant. Le divorce non plus ne va jamais aider parce qu'on a vu beaucoup de gens. Nous, on a vu, et quand on est rentré l'année après, il y a une dame qui est venue, qui s'est jointe à nous, mais elle vivait des moments très difficiles dans son foyer. Mais la femme a fini par développer des tumeurs, et puis elle est décédée. Parce qu'au moment où on s'est connus, c'était devenu vraiment un problème. Et son enfant a fait 3 ans. 3 ans enfermé dans un centre. Le jour que l'enfant a quitté le centre seulement, il est allé consommer. Il est allé consommer. Vous n'avez pas résolu le problème. La prise en charge est holistique. On a besoin de tout le monde. Et lorsque l'enfant a la volonté de quitter, et c'est pour ça qu'on fait appel à l'État. Il faut, ces enfants-là, lorsque vous arrivez à les aider, à les stabiliser, il faut leur trouver quelque chose à faire. Trouvez-leur quelque chose à faire. Parce qu'à ce moment-là, lorsqu'ils retrouvent dans la case départ, ils n'ont rien à faire, ils voient les camarades qui partent, ils reviennent, ils sont seuls, ils vont repartir. Ils vont repartir. D'accord. Et justement, vous avez cité plusieurs types de drogues, mais est-ce que il y a des drogues, lorsque l'enfant en est consommateur, bon, ça va, on peut encore le retirer. Et qu'il y en a où, bon, quand il est sous cet effet-là, quelquefois ça paraît peine perdue, parce qu'on nous dit qu'il y a des degrés, hein, on ne maîtrise pas tout. Moi, oui, il y a des degrés, mais chez moi, les niveaux où on ne peut plus rien faire, c'est pas dans mon langage. Okay. Chez moi, on peut toujours aider. On peut toujours aider l'enfant. Parce que souvent, généralement, on compte tellement trop sur nos forces. On compte tellement. On ne parle pas de Dieu dans ces trucs. On n'aime pas dire, voilà. Les gens disent non, il faut enlever cette histoire de Dieu. Mais moi, ma conviction qui m'a motivée là, c'est Dieu. Okay. Parce que je sais que rien n'est impossible à lui. Et quand on arrive à dire non, on ne peut plus rien faire, est-ce que l'enfant atteint ce stade-là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On peut. On peut faire quelque chose. Okay. Alors, on l'a dit tantôt, le Comité national de lutte contre la drogue ne dispose pas d'études où on a des données chiffrées par rapport à la consommation, à l'ampleur du phénomène au niveau des enfants et même au niveau de la population de façon générale. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a cette volonté de lutter réellement contre le phénomène? Et le CNLST fait ce qu'il peut. Le comité de lutte aussi, en tout cas, ils sont en mouvement. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas de moyens. Parce qu'on travaille ensemble.
Et ils nous ont même donné une formation l'année dernière, un renforcement des capacités des acteurs. Ils veulent vraiment travailler, mais ils n'ont pas ce qu'il faut, ils n'ont pas les ressources nécessaires. Nous, on est là depuis, ça fait 5 ans, nous sommes dans la 5e année. On n'a pas d'accompagnement, on n'a pas de partenaires financiers, on a des partenaires techniques, c'est déjà bon. On fait notre travail, on fait tout ce qu'on fait. C'est pas que quelqu'un nous accompagne, non. Personne ne nous accompagne. C'est notre bonne volonté qui nous amène à continuer de travailler. Parce que ce que nous donnons aux familles, les familles qui viennent vers nous, et une famille qui n'arrive pas à dormir, un parent qui n'arrive pas à dormir, et après notre entretien, il arrive à retrouver le sommeil. Ça, c'est pas, pour moi, c'est pas quantifiable en chose. C'est notre satisfaction, le fait de pouvoir aider quelqu'un à comprendre et à savoir qu'il n'est pas seul à vivre la situation et que lui donner de l'espoir et l'aider vraiment à retrouver, et vraiment à se stabiliser. C'est vraiment c'est ce que nous faisons aujourd'hui et nous allons continuer à le faire. Que les gens nous soutiennent ou pas, nous allons travailler. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette deuxième convocation du tribunal de l'actualité. Je rappelle que nous auditionnons Marie-Claire Tiendrebego, la présidente de l'association Sauvons l'avenir de nos enfants. Et avec elle, il a été question de la consommation des drogues par les plus jeunes, comment prévenir et comment guérir. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci à vous. Merci à vous, juge Ofava, pour les clés de lecture. Merci à vous, juge Bena Bougma, pour vos analyse et merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.